Sixième vidéo de cette série. Comme prévu, on va commencer avec l'atelier d'automatisme du S4W. Le but recherché au final, ça sera bien de piloter notre petit poste de relevage, mais pour l'instant, dans cette vidéo, on va un peu le mettre de côté. On va juste commencer à faire connaissance avec l'environnement de travail pour faire de l'automatisme. Euh, D'abord, il faut savoir que le S4W est tout à fait répond tout à fait aux normes en vigueur pour la programmation de l'automatisme, à savoir la norme IEC 61131-3, qui est la norme qui définit les langages de programmation. Donc ça, c'est un avantage, c'est-à-dire que on est sur quelque chose de tout à fait normalisé. Donc toutes les compétences que vous pouvez acquérir avec, via ces vidéos et sur le S4W, ce serait tout à fait transférable sur nombre d'autres automates. Les langages de programmation, il y en a 4 avec le S4W. Alors en réalité, il y aura un cinquième, mais qui est un petit peu désuet, hein, qui est plus du tout utilisé parce que trop compliqué. Mais les 4 langages, on va les voir. Le langage ladder, LD, de toute façon, on reviendra sur tout ça, hein. Le langage qui se rapproche du graph7, le langage SFC, le langage FBD et le langage ST. Alors, je vous le dis tout de suite, on va aborder un petit peu tous ces langages, sauf peut-être le langage graph7 qu'on verra dans d'autres vidéos, c'est quand même un peu spécial, le séquentiel. Mais on va aborder ces deux-là, le ladder et le FBD. Mais sachez que nous, après, pour la suite des autres vidéos, on va surtout travailler sur le langage ST. Voilà, je vous expliquerai ses avantages et je vous expliquerai pourquoi en particulier ce choix-là. Mais sachez que dans le monde de l'eau, c'est celui-là qui est largement le plus déployé. La norme IEC 61131-3, donc comme je le vous disais, c'est tout à fait un langage normalisé. Lorsqu'on va dans l'aide de l'atelier d'automatisme du S4, ben on tombe sur, alors il y a deux grandes rubriques, hein. L'environnement de programmation, où on voit un petit peu la présentation des fenêtres, des outils, des menus et tout ça, et une autre partie sur les langages de programmation. Donc les 4 langages standards, le SFC, Sequential Function Chart, le graph7, Function Block Diagram, les schémas blocs, le ladder diagramme, le schéma relais, qui est le langage préféré des électros parce que c'est ni plus ni moins que du schéma électrique avec du relayage, hein. Donc les électros sont souvent beaucoup plus à l'aise avec ce type de programmation, mais voilà. On va le présenter, mais comme je vous disais, c'est surtout sur le suivant qu'on va s'attarder, le structured text. Structured text parce que voilà, historiquement, les automates, en télégestion, souvent c'était le seul programme disponible, hein, sur le S500 de Sofrel. Si on voulait faire de l'automatisme, on passait forcément par le ST. Voilà, même si dans le S4 d'autres langages sont disponibles, hein, voilà, ça reste quand même celui-là le plus courant et aussi parce qu'il est beaucoup plus pratique pour le copier-coller, pour déployer et même pour suivre avec un petit peu d'habitude. Ça devient autant visuel avec les aides visuelles qu'avec le ladder diagramme, avec le schéma à contact. Mais après, il n'y a pas. Si on se pose la question quel est le meilleur langage de programmation, eh ben, il y a pas de bonne réponse. En fait, ça dépend ce qu'on cherche à faire. Si on cherche à faire une séquence, d'écrire une séquence de choses, c'est sûr que ce sera le graph7 qui sera largement le meilleur. Après, voilà, ça dépend. Quand on fait de la logique combinatoire, c'est beaucoup plus visuel avec le ladder. Le structure de texte se prête assez mal à faire des grandes équations logiques, fonctions logiques booléennes. Voilà, mais par contre, pour appeler des blocs diagrammes, pour le langage programme et objet, le structure de texte permet d'être très efficace. Voilà. Et puis, on peut aussi mettre beaucoup de commentaires. Donc, voilà, c'est devenu mon langage privilégié, même si au départ, j'avais un peu d'appréhension avec, parce que je le trouvais beaucoup moins visuel que le ladder. Mais une fois qu'on apprend à le connaître, on se rend compte qu'en fait, il a beaucoup d'avantages. C'est donc parti avec la découverte de l'atelier d'automatisme. Je viens donc d'ouvrir une nouvelle
station, donc un fichier totalement vide pour l'instant, hein, nouvelle station. Donc ce qu'on va commencer par faire, c'est juste le nommer. Nouvelle station, on va l'appeler par exemple essai prog ou essai automne. Essai automne, voilà, peu importe le nom, hein, c'est un brouillon, juste pour pouvoir, entre guillemets, jouer avec l'atelier d'automatisme afin de le découvrir un petit peu. Enregistrer, essai automne, mais pour l'instant, hein, aucune information. Donc ça veut dire qu'à l'état actuel, il n'y a aucune variable qui existe dans notre sauterelle. Il est totalement vide. Alors le bouton magique, c'est celui-là. Il est là. Vous voyez, c'est marqué atelier d'automatisme. Donc on clique une fois dessus et ça nous ouvre un nouvel environnement. Alors beaucoup moins graphique, beaucoup plus simple en termes de rendu. Voilà, mais c'est l'atelier d'automatisme. C'est ici à partir de cette fenêtre et ces différentes zones qu'on va avoir accès à tout. Alors on va rentrer direct dans le sujet en faisant un nouveau programme. Et vous voyez que déjà là, il me demande quel langage de programmation je veux, parmi les 4 qu'on a cités tout à l'heure. Eh bien, on va commencer avec le ladder diagramme, le langage à contact. On va l'appeler test LD par exemple. OK. Et on voit que dans notre projet là, donc c'est le projet lié à SEAutomne, hein, c'est le nom de la station, on a créé un premier programme test LD. Je double-clique dessus afin de l'ouvrir. Voilà. Donc ici, on va voir la zone de travail au milieu et à droite, on a une zone avec toutes nos variables. Je vais réduire pour l'instant, là, les variables globales, on verra ça plus tard. Pour l'instant, aucune variable n'existe, on va commencer par en créer. Et puis on a aussi une petite zone bibliothèque pour des fonctions. On verra ça également plus tard. Et donc pour le langage, ladder, c'est ici qu'on va glisser sur cette zone-là nos contacts. Alors malheureusement, c'est tout petit tout ça. Et même si je zoome, si je fais CTRL roulette, c'est quelque chose qui marche souvent. Vous voyez que je zoome, mais ça augmente la taille des cases, mais ça augmente pas du tout la taille des boutons. Donc je vais juste faire un petit zoom pour qu'on puisse regarder ça un peu plus près. Voilà, ici on va voir nos différents boutons pour créer des contacts. Insérer un contact, il y a plusieurs choses. Contact en parallèle. Des blocs fonctions, on verra ça plus tard. Une bobine, on peut insérer directement une nouvelle ligne qui comporte deux bases, un contact et une bobine. Et un commentaire, et voilà, on peut aussi aligner les bobinages. Je zoome à nouveau en arrière. Donc on va commencer par créer des variables. On va commencer, je vais créer 3 variables. Vous voyez, clic droit, ajouter une variable. Ou sinon, touche insert, ça revient au même. Hein. Donc voilà, j'ai créé 3 variables. Je vais les renommer var1. Donc double-clic pour ouvrir. Var2. Et par contre, il faut bien appuyer sur Entrée, hein, parce que si vous cliquez ailleurs, ça ne prend pas la modification. Donc systématiquement, on se fait souvent voir, hein, il faut appuyer sur Entrée. Var3, Entrée. Donc j'ai 3 variables. Alors le type, on reviendra longuement sur tous les types de données, mais là, on est vraiment sur le type de base, le type booléen, le type binaire, qui a 2 états logiques possibles, comme les informations qu'on avait créées auparavant. Hein. Elles étaient vraies ou elles étaient fausses. Bah là, c'est un booléen, il est vrai ou il est faux. Alors là, ici, l'état, ce sera true or false, pour vrai ou faux. Donc voilà notre variable. On va cliquer ici pour insérer une nouvelle ligne, et vous voyez qu'il nous met déjà un contact et une bobine. Je vais rajouter un autre contact derrière en appuyant là, et il me reste à attribuer les variables. Donc je vais double-cliquer ici, et il nous ouvre une fenêtre avec le choix de toutes les variables. Sauf que pour l'instant, il me met plein de choses, on ne sait pas trop ce que c'est. Je vais juste sélectionner variable locale seulement, voilà, pour qu'il m'affiche que les variables locales, c'est-à-dire les variables qui sont associées à notre programme test LD. Voilà. Ces 3 variables-là ne peuvent être utilisées que dans notre programme test LD. Si on crée d'autres programmes à côté, on ne pourra pas les appeler ou les écrire. Donc voilà, j'ai ma petite fenêtre pour sélectionner mes variables. Je sélectionne var1 pour la première, var2 pour la deuxième, et pour la sortie,
ça va écrire var3. Voilà, alors je voulais insérer un commentaire, je ne l'ai pas fait, pour dire ce qu'on faisait. Est-ce que je peux insérer? Je ne sais pas trop. Non, je vais le tenter ici, je vais le mettre là, et là, insérer un commentaire. Voilà, très bien. Ça permet de dire ce qu'on veut faire. Moi, je veux faire une fonction, enfin, je viens de faire une fonction est. Le est logique. Voilà, donc là, déjà là, c'est un programme. On peut checker ce petit bouton-là, vérifier la syntaxe en haut à gauche, et il nous dit qu'aucune erreur est détectée, tout va bien. Donc ça veut dire qu'on est prêt à tester notre programme. Alors l'atelier de S4 de Sofrel, l'atelier d'automatisme, il a quelque chose de très pratique, c'est qu'on peut simuler notre programme. Voilà, chose très très utile. C'est grâce à ça d'ailleurs qu'on va pouvoir longuement s'amuser, si j'ose dire, pour tester tout plein de choses. Donc j'appuie sur simulation. Le projet a été modifié, voulez-vous le recompiler? On n'a pas le choix de toute façon. Voilà. Donc il a compilé le programme, c'est-à-dire qu'une compilation, alors on peut aussi le faire tout seul avec le bouton qui est ici, là. La compilation, c'est le fait de créer le langage machine, c'est-à-dire que le programme transforme notre graphique en langage machine pour que ça soit exécutable par le S4 ou là le PC, hein, vu qu'on est en simulation. Lancer l'application. Et pour simuler, vous voyez que j'ai mes variables là. Par défaut, elles sont toutes fausses. Toutes à l'état 0. Moi, si je veux changer une valeur, je vais double-cliquer dessus et je vais dire valeur 1, elle vaut vrai. Alors on voit qu'elle est passée à vrai. Elle est passée en rouge là. Elle est à l'état vrai, mais ma sortie n'a pas changé d'état. Parce que, vu que j'ai mis mes deux contacts en série, vous devinez que pour avoir la sortie activée, il faut l'un et l'autre. Hein. Imaginez deux contacts en série qui viennent alimenter une bobine, même une lampe. Il faut que les deux soient fermés si vous voulez alimenter votre bobine. Hein. En langage ladder, c'est comme si on avait un potentiel ici, potentiel positif par exemple, et potentiel négatif ici, et il faut fermer toutes nos entrées pour activer la sortie. Donc là, pour activer la sortie, je vais devoir mettre les deux à vrai. Et on voit que quand j'ai les deux à vrai, alors là, la sortie passe à 1. Si j'en enlève un des deux, peu importe lequel, je vais enlever le 1, la sortie repasse à l'état 0. Voilà pour la fonction est. Mais je suis en run là. Alors j'ai pas précisé, mais dans le vocabulaire, pour un automate, on dit pas marche arrêt, mais on dit stop ou run. L'automate, il est soit en stop, soit en run. Voilà. Parce que je suis en simulation. Alors là, pour pouvoir modifier, rajouter des choses, je suis obligé d'arrêter la simulation. Et on va tout de suite faire aussi une fonction ou. C'est parti, j'insère un commentaire pour commencer. Fonction ou, valider. Je vais créer d'autres variables. J'appuie sur la touche ins pour créer trois variables supplémentaires que je vais renommer var4 et var5 et var6 entrée. Et je vais faire le programme correspondant. Alors un contact, tout seul il me met la bobine, hein, vous voyez. Un autre en parallèle, je les saisirai après, enfin je renseignerai après pour dire à quelle entrée ça correspond. Alors vous voyez les bobines, un petit truc esthétique, c'est qu'aligner les bobinages, et voilà, là au moins on aura toutes les bobines l'une sur l'autre, ce qui est nettement plus présentable. Donc là je vais dire que si on a var4 ou var5, alors j'active var6. Et on passe directement à la simulation. Ok, pas d'erreur, tout va bien. Et c'est parti. Je teste, donc là, var4 ou 5, il faut l'un ou l'autre pour activer la var6. Donc là, si je mets var4, vous voyez que directement, la var6 s'est activée. Si je mets la var5, même résultat, j'ai l'un ou l'autre, donc la sortie s'active. Évidemment, c'est un ou normal, donc si j'ai les deux en même temps, rien n'empêche la sortie de s'activer. Ce n'est pas un ou exclusif qui a cette fonction de s'activer si l'un ou l'autre est actif, mais pas les deux. Voilà, je quitte la simulation et on continue. Là, cette fois, je voudrais faire un petit peu plus compliqué. Ah, j'ai pas mis où je voulais. Alors, comment je peux supprimer la ligne? Voilà. Non. Si, c'est bon. Commentaire. Donc, ce que je souhaite faire maintenant,
c'est un marche-arrêt avec auto maintien. Vu que vous avez bien suivi les vidéos précédentes, c'est quelque chose, c'est un schéma que vous maîtrisez, et c'est un schéma qu'on va faire tout de suite. Je vais rajouter 3 variables. Insert, insert, insert. Var6, var7, var8 et var9, toujours de type booléen, binaire. Et là, alors, ici, il faut se souvenir, je vous disais qu'il fallait avoir en tête vraiment bien ancré le schéma de marche-arrêt avec automaintien avec nos boutons poussoirs. Donc, je vais commencer par mettre 2 contacts et un en parallèle ici. Comme ça, voilà, on a la structure. Bouton de marche, bouton d'arrêt, auto-maintien. Donc, je vais commencer par le bouton de marche. Je vais l'attribuer à var7. Le bouton d'arrêt, ça sera la variable 8. C'est pas ça, variable 8. Voilà, et ça va m'activer ma sortie var2. Et l'auto-maintien, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est le fait, lorsqu'on a activé notre sortie, de prendre le relais, que notre sortie elle-même s'auto-alimente, même quand on a relâché le bouton de marche. Souvenez-vous bien de ça. Voilà, nous, on va activer var7, il faut que ça active var9. Quand var7 va retomber, il faut que var9 reste activé. Donc, il faut l'auto-alimenter par lui-même. Il faut l'auto-maintenir par lui-même. Alors, juste avant que je le fasse, je vous montre juste que si je vérifie la syntaxe maintenant, vous voyez que j'ai un rapport d'erreur ici qui me dit qu'il y a un problème. Bah oui, là c'est un problème, c'est que là il ne voudra pas compiler parce qu'il y a un contact qui n'a aucune variable associée. Donc je vais lui associer sa variable, et ben c'est var9, la même que la sortie. Quand on avait K3 qui nous servait, on prenait le contact K3 associé à la bobine pour l'auto-maintien. Et un autre détail, alors là je vais zoomer pour pouvoir vous montrer, c'est que là je dois avoir un bouton normalement fermé, parce que c'est lorsque on l'active, il doit ouvrir le contact pour faire tomber l'alimentation de var9. Donc je dois changer l'état du contact. Pour ça, alors, c'est pas ça, il faut que je zoome. Hop. Voilà, j'y suis. Je sélectionne mon contact et le bouton qui va bien. Ça ne s'invente pas, il est là. Changer le style de l'élément. Donc j'appuie là et je retourne voir et vous voyez, ça m'a créé une petite barre, ce qui correspond bien à un contact normalement fermé. Je dézoome. Et donc on va simuler, a priori c'est terminé, on va voir, il faut devoir recompiler oui, cette fois aucune erreur détectée, on a rectifié l'erreur, lancer l'application. Donc on va simuler l'appui sur le bouton de marche, donc var7, si j'ai un bouton poussoir à la place, je l'active, vous voyez que directement la sortie s'est activée, et lorsque je vais le faire retomber à 0, qu'est-ce que je dois avoir? Eh bien la sortie doit rester maintenue. Et c'est bien ce qui se passe grâce à l'auto-maintien qui est en parallèle avec la marche. Et lorsque je veux arrêter ma commande, je dois appuyer sur le bouton d'arrêt, c'est-à-dire activer var8. Et aussitôt, il devrait retomber. J'active var8 et aussitôt, il retombe. Et évidemment, quand je relâche le bouton d'arrêt, il ne redémarre pas pour autant. Et bien voilà pour la première approche, découverte d'un programme en langage ladder pour l'instant. Et on va passer par la suite au langage FBD. Et donc, on va maintenant créer un programme, un nouveau programme. Alors oui, je suis en run, donc il faut évidemment que je quitte le mode run, sinon je ne peux rien modifier. C'est normal. Nouveau programme. Et cette fois, on va tester le FBD, Function Block Diagram. Ça reste un programme principal, pour l'instant on fait que des programmes principaux, on expliquera plus tard ce que sont les autres options. On va l'appeler test FBD. Ça fera l'affaire. Je double-clique dessus. Vous voyez que
nouvel onglet qui apparaît ici, hein, on peut passer de l'un à l'autre, le test LD, test FBD. Je rentre à nouveau les variables globales. On voit que test FBD, pour l'instant, il n'y a pas de variable associée. On a bien nos variables associées, nos variables locales pour le test LD, mais là, elles sont à créer. On voit aussi la zone de travail. Donc, ce que je vous propose de faire sur cette partie-là, on va aller un petit peu plus vite, pour faire une fonction et une fonction ou, je vais essayer de faire directement le marche-arrêt avec auto-maintien. Vous voyez un petit peu le principe. Donc, je vais créer des variables, une variable, push int. Voilà. Je vais les nommer comme celles qu'on avait tout à l'heure. C'était quoi? C'était 7, 8, 9 pour, voilà, histoire de pouvoir se rapprocher, faire le programme en FBD qui correspondait à notre schéma là. Donc var 7, 8, 9, var 7, entrée, var 8, entrée, var 9, entrée. Et pour faire notre programme, eh bien, je vais commencer par les créer. Var 7, par mettre mes variables. Donc là, je dois pouvoir mettre des variables. Je vais en poser 3. Et on va essayer de raccorder tout ça. Ah, non, juste là, ça suffira. Alors pour bouger, ok. Je vais les attribuer tout de suite à mes variables. Donc mes deux entrées. Var 7, var 8. Alors je suis désolé, je dois pas... Ah si, je peux zoomer là. Ça sera bien mieux comme ça. Var 8. Contrairement au ladder, quand je zoome, ça grossit aussi les textes. C'est quand même beaucoup mieux pour la vidéo. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a une fonction logique que je pourrais dire, enfin que je pourrais traduire par var9 correspond à var7 ou var9 et pas var8. Donc je vais mettre des blocs fonctionnels qui correspondent à ça. Un bloc fonctionnel, je vais chercher là. Donc j'ai dit var7 ou var9. Alors attention, var9, hein, c'est-à-dire la sortie qui vient, le fameux automaintien. Voilà, c'est un ou. Là, vous voyez, par de base, il me propose, je vais zoomer un peu en arrière, ce sera plus facile quand même. Je suis un peu perdu dans la zone là, vous voyez pourquoi je suis pas très à l'aise, j'utilise pas trop souvent le FBD. Je vais changer par un ou. Alors on peut taper le mot clé, j'ai tapé or et vous voyez que ça me met directement au ou. Donc or, c'est pour la fonction ou. Je vais avoir un et derrière, que je vais tout de suite préparer. Je reprends mon bloc. Ah, il ne veut pas double-cliquer là. Alors là, je clique mais il ne veut pas me le mettre. Je ne comprends pas pourquoi. Ah, petit blocage. Ah, peut-être faire, voilà, faire glisser. Quand on le sait, ça va bien mieux. Et j'en fais glisser un autre tout de suite aussi derrière. Non, pas derrière, ici. Le note. Donc ça, c'est un et. C'est très bien. Et lui, je le change. C'est un note que je veux. Note. Pour inverser. Donc, je veux faire le programme var7 ou var9. Les liaisons, c'est ici. var7 ou var9. Alors, je vais aller chercher l'état de ma sortie. Comme ça. Voilà. Donc, var7 ou var9, je l'ai ici. Il est là, mon var7 ou var9. Et pas var8. var7 ou var9, entre parenthèses. Donc, c'est le bloc que je viens de créer. Et ne pas avoir var8. Liaison. Une autre liaison. Donc j'inverse la variable 8 parce qu'il faut ne pas l'avoir pour pouvoir activer la variable 9. Autrement dit, il faut l'avoir pour désactiver. Là, je pense avoir terminé. Bon, on va simuler tout de suite. Hein. Ne perdons pas de temps. Simuler. Oui. Donc, si tout va bien, lorsque j'active mon bouton marche, ma variable 7, la sortie s'active. Parfait. Et lorsque je l'enlève, elle doit rester
Et c'est bien ce qui se passe, grâce à l'automaintien, le var9 qui vient ou ici, qui reboucle, ce qui permet d'auto-maintenir la variable 9. Et pour arrêter, il faut activer la variable 8, et on voit bien que ça arrête la sortie. Voilà, donc on voit que, voilà, vous voyez que pour faire un marche arrière avec automaintien, il y a des fils qui se croisent. Bon, j'ai un peu de mal à, mais c'est aussi parce que j'ai pas l'habitude, il faut être honnête, d'utiliser le FBD. Voilà. Donc c'est quelque chose que j'utilise pas trop, mais alors je suis un petit peu de mauvaise foi quand même, parce que là j'ai utilisé un marche arrêt automaintien avec, enfin j'ai fait une fonction marche arrêt avec l'automaintien. Mais il y a beaucoup plus simple que ça en fait, c'est d'utiliser une fonction qui va bien, et c'est l'occasion d'introduire la bascule RS. Et vous allez voir, c'est beaucoup plus simple. Alors, je vais enlever tout ce que j'ai mis là. Est-ce que je peux faire ça? Oui, ah bah j'ai tout enlevé carrément. Bah c'est pas grave. Alors, je peux aller chercher dans la bibliothèque, dans la zone booléenne, quelque chose qu'on appelle une bascule RS. Set reset. La bascule RS, elle a deux entrées. Et on voit que quand on prend dans la bibliothèque ici, il met déjà les entrées et les sorties. Donc je n'ai plus qu'à attribuer les entrées. Donc vers 7, 7. Ah, il l'a pas pris. Vers 7. Je vais y arriver. Vers 7, ok. Vers 8 ici. Donc vers 7, c'est pour être à 7. Vers 8 pour reset. Donc 7 et reset, ça veut dire mise en marche, mise à l'arrêt. Et notre sortie, c'est bien sûr la variable 9. Et normalement, c'est fini. On compile, on teste, et on refait l'essai. Marche. J'enlève la marche. Il reste. Et oui, c'est le but de la bascule RS, c'est qu'il mémorise la mise en marche. Et je mets à l'arrêt, ça fait tomber la sortie. Et même quand je retombe l'arrêt, la sortie reste inactive. Tout va bien. Donc voilà la bascule RS. Donc c'est le genre de bloc diagramme qu'on peut faire glisser aussi comme ça. Donc on peut associer des fonctions logiques et même aussi pour des valeurs numériques. Hein. Là, on n'a pas encore vu ça pour l'instant. On travaille que sur des booles, que sur des variables logiques. Voilà. Mais ce que ah oui, je vais vous montrer aussi que la bascule RS. Je vais revenir sur le programme ladder. Alors, il faut que je quitte la simulation, sinon je vais être bloqué. Je vais revenir sur le ladder et je vais effacer ça. Et je vais en fait créer deux bobines et juste un contact, une bobine. Et je vais faire ça deux fois. Un contact, une bobine. Voilà, je l'ai deux fois. Je vais, pour l'esthétique, aligner les bobines. Alors non plus, c'est non plus marche avec automaintien, mais avec set et reset. Donc une autre façon de faire les choses, c'est de faire exactement l'équivalent de la bascule RS qu'on a vu dans le function blood diagramme. Mais pour ça, on va affecter la variable 9 à ma bobine, et ça dans les deux cas. Mais attention, je vais peut-être zoomer là, histoire qu'on voit mieux. Plus. Voilà. Encore. Soyons fous. Voilà. Et je vais changer l'état de la bobine. Exactement comme j'avais changé l'état du contact pour inverser le contact, je veux mettre ici, changer le style de l'élément. Sauf que le problème, c'est que en zoomant comme ça, je ne pourrais pas voir en même temps. Alors, je vais devoir dézoomer un peu. Voilà. On voit les deux. Alors vous voyez que quand j'appuie là, il y a une petite barre qui est apparue dans le var9 en bas. C'est pas ce que je veux. Et là, il y a un S. Très bien, c'est ce que je veux. Je vais faire pareil ici. Petite barre, S et R. Et voilà. Donc en fait, on vient de créer 7 var9 et une bobine reset var9, ce qui veut respectivement dire activation de la variable 9, si j'active ça, et désactivation de la variable 9. On a vraiment, au lieu d'avoir un état qui est testé en permanence, on a une condition d'activation et une condition de désactivation. Donc je vais attribuer les entrées qui correspondent, j'enlève le zoom. Donc ce qui mettait l'activation de la variable 9, c'était
notre bouton marche, et ce qui arrêtait, c'était le bouton d'arrêt, donc var 8. Et on va le tester comme ça. C'est reparti. Lancer l'application. Donc on refait le test. Donc var 7, vrai, s'active la sortie, vous voyez. Et lorsque je l'enlève, eh ben, elle est restée activée. Parce qu'il a reçu l'ordre activer et laisser activer. Donc il a enclenché, on pourrait dire, hein, ma variable 9. Et pour la déclencher, la faire retomber, ben, il faut activer le reset. Donc, false. Pardon, vrai, il faut activer le reset. Donc, dès que j'ai activé le reset, voilà, ça fait retomber la sortie 9. Et je la fais retomber. Ça reste à l'arrêt, tout va bien. Voilà, donc on a abordé pas mal de choses dans cette vidéo. Je vais juste quand même faire une précision là, à propos des variables. Variables, donc vous voyez que là, quand je suis sur test.ld, j'ai des variables locales liées à ce programme. Quand je passe sur test.fbd, j'ai les autres variables. Vous voyez que var7, var8, var9, ben en fait, elles existent deux fois. var7, var8, var9, on les a ici et ici. Eh bien, ça pose aucun problème parce que ce sont des variables qui sont vraiment réservées à ce programme-là. Donc, ce n'est pas les mêmes variables. C'est-à-dire que quand je vais changer var7 ici, ben, on peut peut-être le tester. Là, je suis encore, oui, je la change ici, je l'ai passé à vrai. Je vais voir ce qui se passe derrière. Vous voyez, l'autre n'est pas passé à vrai. C'est pas la même. Alors, elle a le même nom. Donc, le choix est très discutable. Hein. C'est franchement une très mauvaise idée de mettre les mêmes noms de variables entre deux programmes différents. Hein. Mais voilà, vous voyez que c'est pas bloquant. Ça permet d'introduire la notion de variable locale, comme on a dans ces deux programmes, avec les variables globales qu'on utilisera par la suite, parce que sachez d'ores et déjà que là, les informations saufrel qu'on a créées, eh bien, en fait, ce seront des informations, on va les retrouver dans les variables globales, et elles seront donc utilisables dans tous les programmes que vous pourrez créer. On s'arrête là pour la découverte de l'atelier d'automatisme. Pour conclure sur cette vidéo, on a vu beaucoup de choses. Peut-être un petit peu rapidement, notamment tout ce qui est fonction array ou fonction non. Ce sont des choses où il y a énormément de ressources génériques. Quand on commence l'automatisme au niveau scolaire, ben, on travaille avec l'analyse combinatoire. On fait une table de vérité pour voir ce que dit la fonction array, ce que dit la fonction ou, ce que fait une fonction non, les fonctions XOR, les fonctions le set reset aussi également. Voilà, donc moi honnêtement, je vais un petit peu vite sur tous ces sujets parce que voilà, c'est davantage de l'initiation au Sofrel S4W. Alors c'est à l'automatisme, mais voilà, si vous avez besoin d'aller plus loin et puis surtout plus doucement sur toutes ces choses de base de l'automatisme, voilà, je vous invite à chercher des ressources sur Internet sur le thème logique combinatoire. Voilà, puis fonction ouais, fonction ou. Et puis évidemment aussi connaître le mot anglais qui est associé. Bon, alors jusque-là, ça va quand même, le handle not et le or. Voilà, parce que c'est souvent en anglais que dans le langage ST, enfin dans le langage, pardon, IEC 61131.3, c'est souvent des mots anglais qui sont utilisés. Hein. Et dans le prochain épisode, nous verrons vraiment comment, cette fois, automatiser notre poste de relevage avec le S4W. On a toutes les bases maintenant avec l'atelier d'automatisme pour pouvoir réussir à faire ça.